Bonjour et bienvenue. Pour notre analyse aujourd'hui, on a quelque chose d'un peu différent. Pas une pile d'articles ou de recherches, non, mais un seul document. Un texte unique, une lettre, Oui, et déjà, le format change tout. complètement. Et le contexte de sa découverte, c'est presque un roman en soi. Apparemment, elle a été retrouvée sur le coin d'un bar, pliée dans une serviette en papier, tachée d'absinthe. Rien que ça nous plonge dans une ambiance, non? Ah mais complètement. C'est une mise en scène qui est déjà un récit. On n'est pas dans un bureau d'archives là. On est dans un lieu de vie, de confession peut-être. L'absinthe, la féverque, l'alcool des poètes maudits. Le décor est planté avant même d'avoir lu le premier mot. Ça nous dit que ce qu'on va lire, c'est pas un document ordinaire. C'est exactement ça. Et le concept de la lettre est tout aussi singulier. Elle n'est pas écrite par une personne réelle à une autre, mais par un personnage de fiction, un certain Mr. Love, à son propre créateur, l'auteur Paul Bitton. Ce qui est une perspective qu'on a en fait très rarement. Oui, D'habitude, c'est nous, les lecteurs ou les critiques, qui analysons la relation auteur-personnage. On essaye de deviner ce que l'auteur a mis de lui-même, mais ici, le paradigme est complètement inversé. C'est la création elle-même qui prend la parole et qui dit à son démiurge « Voilà ce que tu as fait de moi. Et voilà ce que je suis pour toi. » C'est une inversion du regard qui est vertigineuse. Alors allons-y, plongeons dans cette voie justement. Mr. Love commence par décrire ce que l'auteur lui a donné. Il dit « Tu m'as donné une voix, Paul. Pas une belle voix, pas une voix d'acteur de théâtre. Une voix qui tremble, qui fume trop, qui dit des conneries, mais qui a le cœur qui tape au bon endroit. » C'est plus qu'une description, ça. On a l'impression que le personnage, il valorise ses propres imperfections. Bah oui, et c'est ça le point essentiel. Il ne dit pas malgré mes défauts. Il les revendique. Ils font partie de son identité. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on voit tout de suite le choix artistique de l'auteur, Paul Bitton. Il refuse le héros lisse, parfait, à la voix suave. Non, il choisit de créer un personnage avec de la texture, du grain. Tu vois, une voix qui tremble et qui fume trop, c'est une voix qui a vécu. C'est le son de l'authenticité. Hmm. Et cette authenticité, elle passe par la reconnaissance des failles. On est à des lieux du héros classique, quoi. Et le personnage, il en a parfaitement conscience. Il continue en disant que l'auteur ne l'a ni raconté, Ni maquillé, exactement. Et il conclut avec cette phrase magnifique « Tu m'as laissé être entier, fragile, foutrement vivant ». Ce mot « entier », il me semble capital. Qu'est-ce que ça implique pour un auteur de laisser un personnage être entier ? ah, vous mettez le doigt sur une distinction qui est cruciale. Un personnage cohérent, ça peut être très plat. Il agit selon une logique, il est prévisible. C'est un stéréotype en fait. Mais un personnage entier, c'est tout autre chose. C'est un être de contradiction, capable du meilleur comme du pire. Laisser son personnage être entier, c'est accepter qu'il vous échappe un peu, qu'il ait sa propre complexité. Beaucoup d'auteurs créent des personnages qui servent l'intrigue. Ici, on sent que l'auteur ne lui a pas juste donné des défauts pour le rendre réaliste. Il lui a donné des contradictions profondes, et c'est ça être foutrement vivant. C'est tellement vrai. Et cette existence est si forte que la relation elle-même, elle évolue. Le personnage ne voit plus l'auteur comme un simple marionnettiste. Il le décrit comme, je cite, « mon confident, mon psy de l'ombre, mon miroir pas trop menteur ». Cette idée de psy de l'ombre, elle est particulièrement forte. Est-ce que ça suggère que le personnage sert de thérapie à l'auteur ? C'est très probable. Ben oui, l'acte d'écrire est souvent une forme d'auto-analyse. En créant un personnage, un auteur peut explorer des facettes de lui-même qu'il n'oserait peut-être pas affronter directement. Le personnage devient un avatar, tu vois. Un véhicule pour ses propres questionnements, ses peurs. Psy de l'ombre, l'expression est parfaite. C'est une thérapie qui ne dit pas son nom, qui opère dans les coulisses. C'est un espace de liberté totale où l'auteur, à travers Mr. Love, peut tout explorer. C'est un laboratoire de l'âme, en quelque sorte. Et quel laboratoire ! Mr. Love détaille toute la palette de comportements que Paul lui a permis d'incarner. Tu m'as rendu courageux, drôle, lâche, touchant, salaud parfois. Cette liste, c'est un catalogue de l'expérience humaine. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour un auteur à créer un personnage qui est à la fois touchant et salaud ? C'est un risque, bien sûr. Mais c'est aussi le propre de la grande littérature, je crois. Le public d'aujourd'hui est beaucoup plus enclin à s'attacher à des personnages complexes, moralement ambigus. Pensez aux grandes figures des séries télé récentes, un Tony Soprano, un Walter White. Ce sont des monstres par certains aspects, et pourtant on est fasciné. On a de l'empathie pour eux. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'ils sont entiers.
Le fait que Mr. Love puisse être lâche et courageux, touchant et salaud, ça le rend incroyablement humain. Paul Beaton, en lui permettant ça, il ne crée pas un gentil ou un méchant, il crée une personne. Et c'est peut-être une façon pour lui d'explorer comment on peut aimer son mode d'emploi, comme le dit le personnage. Exactement. Comment on navigue dans les zones grises de l'existence. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment passionnant. Parce que cette exploration va si loin que la frontière entre les deux, elle commence à se brouiller. Ce n'est plus juste un auteur qui écrit, la connexion devient presque métaphysique. Oui, le texte bascule à ce moment-là. On quitte la psychologie de la création pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus troublant. La distance s'effondre. Mr. Love l'exprime avec une poésie incroyable. Il écrit « Et entre deux récits, t'as même glissé ton propre souffle ». Et un peu plus loin, il parle de voir des éclats de Paul dans les regards absents de mes femmes. On dirait qu'on quitte l'analyse littéraire pour le mysticisme. Comment on interprète ce souffle ? Ah, glisser son propre souffle, c'est une métaphore d'une puissance extraordinaire. C'est bien plus que de l'inspiration. L'inspiration, c'est extérieur. Le souffle, c'est vital. C'est intérieur. C'est l'idée que l'auteur a insufflé sa propre essence, son pneuma, dans sa création. Ce n'est plus une construction intellectuelle, c'est une transfusion d'âme. On pense bien sûr au mythe de Pygmalion. Oui, bien sûr. Mais ici, c'est la créature qui prend conscience de ce souffle divin en elle. C'est ça qui est fort. Et cette autre image, des éclats de Paul dans les regards absents de mes femmes, c'est peut-être encore plus vertigineux. Le personnage commence à voir son créateur dans son propre monde. C'est une prise de conscience de sa nature de fiction. C'est exactement ça. C'est un moment de métafiction pure. Mr. Love réalise que son univers n'est pas hermétique. Il est hanté, au sens noble du terme, par la conscience de son créateur. Les autres personnages de son monde, ces femmes, ne sont pas autonomes. Ils sont des miroirs qui reflètent des fragments de l'âme de Paul. Imaginez la prise de conscience. Les personnes que vous aimez, que vous détestez, portent en elles des parcelles de celui qui vous a imaginé. C'est une idée qui peut rendre fou. Et cette prise de conscience, elle nous mène à la révélation la plus directe, la plus explosive de la lettre. Une phrase, 3 mots. On y arrive. Je suis toi. Voilà. Le cœur nucléaire du texte. L'affirmation ultime de l'identification. C'est une déclaration totale, presque terrifiante. Si la lettre s'arrêtait là, ce serait presque une histoire d'horreur psychologique. Le créateur dévoré par son œuvre. Mais justement, et c'est tout le génie du texte, il ne s'arrête pas là. La suite change absolument tout. Juste après « Je suis toi », Mr. Love ajoute « mais avec des bretelles, un verre à la main et le souvenir d'un baiser qu'on aurait dû mieux finir. » Et voilà, toute la magie. Cette deuxième partie de la phrase sauve l'individualité des deux. Elle ancre l'abstraction métaphysique dans le concret le plus touchant. « Je suis toi », c'est une idée philosophique. La suite, ça la fait redescendre sur Terre. Les bretelles, le verre à la main, ce sont les accessoires qui définissent Mr. Love, qui le distinguent de Paul. Et le souvenir d'un baiser, c'est sa propre histoire, sa propre nostalgie. C'est une façon de dire « on est fait de la même substance, de la même âme, mais je l'incarne différemment. Je suis ta vérité, mais avec mon costume, mes habitudes, mes propres regrets. » C'est ce qui rend cette fusion si poignante. Il ne s'agit pas d'une annulation, mais d'une différenciation. Je suis toi, en version Mr. Love. Voilà. Après une telle fusion, la question de l'existence même du personnage devient cruciale. La lettre y répond très clairement. Il dit à Paul « Et si un jour tu te demandes si j'ai existé, regarde tout ce que tu as écrit. Je suis là, à chaque ligne. » C'est la définition même de ce qu'on pourrait appeler l'ontologie textuelle. L'être d'un personnage de fiction est fait d'encre. Sa seule réalité est dans les mots. Mais ce qui est beau ici, c'est que ce n'est pas une affirmation froide, académique. C'est un cri du cœur. C'est une affirmation d'existence qui est à la fois incroyablement puissante, je suis là, à chaque ligne, et en même temps terriblement fragile. Parce qu'elle dépend entièrement de la survie du texte. Exactement. Cette relation est donc totalement symbiotique. Le personnage a besoin de l'auteur pour exister, mais on sent que l'inverse est aussi vrai. Ah mais absolument. L'auteur a besoin de Mr. Love pour donner une forme, une voix, un sens à ses propres émotions. Le personnage devient le réceptacle, le validateur de l'expérience de l'auteur. Ils ont créé quelque chose ensemble. D'ailleurs, Mr. Love le nomme « Molele », la beauté foutue. Quelle expression formidable. C'est magnifique. C'est leur œuvre commune.
né de leurs imperfections partagées. Le personnage n'est pas un simple produit, il est un partenaire de création. Et ça nous amène à la supplique finale de la lettre, qui est déchirante et pleine d'espoir en même temps. C'est presque une prière. Mr. Love écrit « Continue, Paul. Laisse-moi vivre encore un peu dans tes mots. » Il sait que son existence est suspendue à la volonté de l'auteur de continuer à écrire. Il ne demande pas l'immortalité, juste un sursis. Encore un peu. C'est une fin d'une humilité bouleversante. Après avoir affirmé « Je suis toi », il reconnaît son ultime dépendance. Il est à la merci de l'encre qui coule ou qui s'arrête. Et puis, il y a cette signature qui résume tout son être. Ton fripon à jamais. Le mot fripon est parfait. Il est parfait. Il n'est ni un héros, ni un salaud. Il est un fripon, charmant, un peu canaille, séducteur. Et le « à jamais » sonne comme une promesse de loyauté, mais aussi comme l'affirmation de son existence éternelle, tant que les mots seront là. C'est une fin qui boucle la boucle de manière magistrale. Ce qui est frappant, au final, c'est qu'en partant de ce qui semblait être une simple lettre de remerciement, on a traversé une réflexion incroyablement profonde. On a parlé d'identité, du processus créatif, et surtout de cette frontière si fine, si poreuse entre la fiction et la réalité. C'est une excellente synthèse. Cette lettre, elle est bien plus que l'histoire de Mr. Love et Paul Bitton. C'est une métaphore universelle de l'acte de créer. Elle nous montre que les créateurs, qu'ils soient écrivains, peintres, musiciens, ne font pas qu'inventer des mondes extérieurs à eux-mêmes. Ils s'investissent, ils respirent, littéralement, dans leurs œuvres, au point de s'y retrouver et parfois de s'y perdre un peu. C'est un témoignage magnifique sur la façon dont l'art peut devenir un miroir, plus vrai que la réalité. Un lieu où on peut enfin être entier, avec toute notre beauté foutue. Et ça nous laisse avec une dernière pensée peut-être pour prolonger la réflexion. Cette lettre va du personnage à son auteur. Mais si on imaginait l'inverse? Qu'est-ce qu'un auteur pourrait bien écrire à son personnage le plus cher? Quelle vérité il lui confesserait? Quel secret qu'il n'a pas osé mettre dans le livre? Et peut-être, quelle aide il lui demanderait en retour?